Eh bien, bonjour YouTube et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors oui, cette vidéo d'ailleurs, parlons-en parce que ça fait quelque temps que je devais la faire. En fait, je voulais la faire euh, dès fin novembre. Ouais, voilà, hein, voilà. Donc, faut dire que ben, j'ai été pas mal malade. Et si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. Je serais ravi de voir ceux qui ont de la culture parmi vous. Alors oui, j'ai été pas mal malade. En plus, avec mon boulot qui demande à ce que je parle constamment, à ce que parfois je parle un peu fort. Puis le froid, hein, on est en plein hiver quand même. Ben, j'avais un peu la gorge un peu fragile. Donc du coup, j'ai évité de faire un peu une vidéo parce que bah, j'avais pas envie que vous me voyiez tousser toutes les 2 minutes. Même si j'aurais sans doute coupé au montage, c'est certain, mais bon, excusez un peu la flemme, j'avais pas envie de me rajouter du boulot. Désolé. Puis bon, des primes saisonnières, hein, l'hiver, tout ça. Et puis il y a eu la trêve des confiseurs. Hein, clairement, les fêtes de fin d'année, les youtubeurs arrêtent un peu leur activité. Alors bon, moi ça m'aurait pas gêné, mais c'est surtout aussi les éditeurs qui arrêtent leurs activités, puisque notamment celui dont on va parler aujourd'hui, lui était carrément en vacances pendant les 2 semaines. Donc bon, j'allais pas faire de vidéo si eux ne la voyaient pas. Ça servait à rien. Donc on a un peu suspendu le truc et on repart sur de bonnes bases pour 2026. Donc déjà, surtout, bonne année, meilleurs vœux à tous. Que vous ayez plein de jeux, plein de bonheur dans votre année, hein, quand même, important. Et puis, ben, on va repartir sur les chapeaux de roue. Hein. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu particulier. C'est un épisode de la ludothèque, donc ce n'est pas un jeu de figurines. On va parler de jeux de rôle. Mais pas que, puisqu'on va parler d'art, de médiation autour de l'art, médiation culturelle et patrimoniale, et donc de jeux de rôle. T'as vu la coupe, hein? Ouais, celle-là vous y attendiez pas, hein. On est carrément sur un épisode d'Arte Vidéo cette fois. Et non, je ne suis toujours pas sponsorisé, non. Dommage. Mais avant toute chose, avant de commencer à en parler, je vais faire un petit disclaimer. Enfin, plus exactement, 3 disclaimers. Le premier, alors vous me direz ce que vous en pensez, je teste, c'est que je me suis bricolé un prompteur. En gros, j'ai fait un PowerPoint avec des notes. Alors je vais pas les lire comme ça, mais je les aurai sous les yeux, donc vous me verrez sans doute regarder un peu vers ma gauche, donc votre droite, parce que je regarderai mes notes. Mais au moins, j'aurais pas l'air comme ça, gna 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 gna, comme lorsque j'avais fait la vidéo sur le lore de Kings of War Champion. Et je vais mettre la vidéo en fiche si ça vous intéresse de voir un peu comment je pédale dans la semoule dans ces cas-là. Donc du coup, j'ai fait un prompteur. Pour l'instant, de ce que je vois, il n'y a pas de reflet dessus, donc ça c'est, il n'y a pas son reflet sur les lunettes, donc ça c'est cool, parce que ça fait une source lumineuse en plus. Et puis moi, ça me permettra de rester un peu toujours calé sur le truc. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous me dites si le débit est bon, hein, sachant que ce sont que des notes. Je vais pas lire. C'est juste des notes pour que je puisse les avoir sous les yeux, pour que je garde une certaine spontanéité du discours. Euh, Second disclaimer. Vous le savez, je suis quand même quelqu'un qui était dans le circuit du jeu de rôle à l'époque, en tant qu'auteur, en tant que démonstrateur officiel pour une maison d'édition. Donc les gens dont je vais parler, je les connais, c'est des potes. Jack et Jean-Christophe, je les connais, je les ai croisés souvent en festival et en convention. Jack, je le croise encore de temps en temps quand il y a le festival des jeux à Montpellier, puisqu'il y est présent. Mais voilà, comme pour Pénombre, où je connaissais quand même une partie de l'équipe, il n'y a pas de copinage.
je vais rester quand même honnête, sincère. Je vais pas, ben, je vais pas leur cirer les pompes, ça sert à rien. Mais je préfère être transparent avec vous. Ce sont des gens que je connais, ce sont des gens que j'ai déjà croisés par le passé et que je prends toujours plaisir à croiser à l'occasion. Mais c'est pas pour autant que, voilà, même le livre, enfin, le jeu en lui-même, euh, je l'ai acheté. J'ai participé à la préco, ils ne m'ont pas envoyé gracieusement, hein, toujours pas de service presse. Donc voilà, juste pour vous rassurer, ce sera toujours le même ton, la même gouaille, j'ai envie de vous dire, qui va vous exposer un peu son point de vue sur la chose. Voilà. Le troisième disclaimer, et celui-là j'y tiens particulièrement. Comme vous le savez, je cherche du boulot dans la culture. C'est d'ailleurs même, hein, si vous avez bien suivi, ma chaîne, elle est sur mon CV, clairement. Et là, il s'avère que le jeu dont je vais parler est un outil parfait pour de la médiation culturelle et patrimoniale, pour de la médiation autour des œuvres d'art. Donc, il y a des moments, en gros, je ne vais pas parler à des joueurs, je ne vais pas parler à des maîtres de jeu, je vais parler à des professionnels de la médiation culturelle. Donc, il y aura mon propos qui va peut-être sonner un peu trop professionnel. J'espère que vous m'en excuserez, mais ce sera une des rares vidéos de ma chaîne que je partagerai même sur LinkedIn, c'est vous dire. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça le plus subtilement possible, sauf à la toute fin où je vais vraiment donner des conseils aux médiateurs culturels, parce que je pense que ça pourra leur être utile. Mais voilà. Et pour les professionnels qui voient mes vidéos, je peux vous garantir que ma manière de parler est bien moins ordurière et que je sais me tenir dans un milieu professionnel. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas tombé sur un allumé. Quoique, enfin, ça vous de juger, mais bref. Si vous êtes un professionnel, bienvenue parmi nous. Asseyez-vous, profitez du spectacle, et puis ben, peut-être que cette vidéo vous donnera quelques idées. On sait jamais. Donc voilà, voilà les petits disclaimers. Maintenant, on va quand même dire. Alors, il y a un indice qui s'est glissé dans le décor, un indice pas du tout subtil. Là, hein, voilà, oui, ben. Ça faisait une case vide, alors je me suis dit, bon, bah, je vais décorer, qu'est-ce que je fais? Ah, bah, tiens, j'ai la boîte de Hieronymus, je vais la mettre. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler de ça. Et hey. Hieronymus. Hieronymus est un jeu, alors, de Laurie O'Connell, à la base, alors. Il est édité chez 12 Pines Press, à l'origine. Et en France, il est traduit et distribué par la maison d'édition Pattern Recog. Alors la vidéo, elle va être très simple, hein. Dans un premier temps, bien sûr, je vais vous parler de Pattern Recog. C'est la moindre des choses, vous présenter cette maison d'édition parce qu'elle est assez particulière à mon sens. On va ensuite parler, bien sûr, de Jérôme Bosch et de son époque, puisque ce jeu s'appuie, comme vous pouvez le voir, sur les œuvres de Jérôme Bosch. On va développer ça un peu plus. On va aussi ensuite parler, bien sûr, du jeu en lui-même, évidemment. Et après, je vais vous donner un peu mon avis. Je vais donner, comme je vous le disais dans le troisième disclaimer, quelques conseils pour les médiateurs en art, parce que c'est peut-être pas le jeu de rôle n'est peut-être pas un milieu qu'ils connaissent très bien. Donc, voilà, grossièrement, ce que ça va donner. Donc, vous me dites ce que vous en avez pensé à la fin, bien sûr, toujours avec bienveillance, toujours avec courtoisie, quand même. On n'est pas la foire d'empoigne. Et puis, go! Et on va donc commencer par présenter la maison Pattern Recog. Alors, la maison d'édition Pattern Recog est une maison qui a été créée par deux passionnés de jeux de rôle, forcément. Alors, c'est aussi deux amis, Jack et Jean-Christophe, qui sont aussi des vétérans du monde du jeu et surtout, forcément, du jeu de rôle. Jack Machio, par exemple, vous le verrez souvent travailler, si ma mémoire est bonne, avec Asmodée. Donc il s'y connaît bien
en milieu ludique, hein, ouais, il a de la pratique. Il a la bouteille dans le milieu. Et Jean-Christophe Cubertafond, bah moi, personnellement, je le connais parce qu'il a travaillé notamment sur la version, enfin, la dernière édition, version française, de RuneQuest. C'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs, hein, au tout début. Et ce sont deux gars géniaux. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas pour du copinage. C'est des gens adorables, sympas. Ils sont toujours disponibles, on peut parler avec eux, ils sont vraiment top. Mais ces deux gars, ben, ils ont décidé de se lancer dans une maison d'édition un peu particulière. Puisqu'en fait, au lieu de parler de jeux classiques, hein, dans le style Donjons et Dragons, Cthulhu, Pathfinder. Bon, Pathfinder, c'est une ressucée de Donjons et Dragons, mais bref, vous en avez quelques exemples derrière moi, hein, donc vous gênez pas pour choper des exemples derrière. Eux, ben, ils ont fait un peu comme moi avec ma chaîne. Ils ont décidé de se spécialiser dans des JDR, dans des jeux de rôle qui sont peu connus, qui passent sous les radars. Des pépites. D'où le rapprochement avec ma chaîne. Hein. C'est un peu arrogant, je sais, parce qu'eux, vraiment, ils fonctionnent, contrairement à ma chaîne. Mais ils font vraiment des pépites. Ils cherchent la pépite dans toute la production mondiale de jeux de rôle. Et ce sont souvent des créations uniques. Certains ouvrages, à mon sens, de par leur apparence même, sont de vrais livres-objets. Parmi les titres qu'ils ont, à titre d'exemple, eh bien, moi j'en ai 3. Enfin, 4, en comptant Hieronymus maintenant. Faut que je remette mon décompte à jour. Le premier jeu que j'ai acheté chez eux, je les ai là, hein, c'est Hypertellurien. Alors, ça se voit pas trop avec le reflet, voilà. Hypertellurien, c'est un jeu assez particulier. Parce que c'est un jeu qui va mélanger énormément de choses. On est dans un jeu de rôle un peu... voilà, ils le disent clairement, de la science fantasy rétro. Pensez Flash Gordon, pensez Dracula, mélangez le tout. Par exemple, vous avez des trucs comme ça. Hein, typiquement, à titre d'exemple, les archétypes, c'est l'alien, l'altesse, l'artificiel, la bête, le revenant, l'ultranaute. Vous voyez, c'est des trucs mais complètement farfelus. Hein. Et puis, je vais vous montrer un peu l'image. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, celui-là, je vous le montre comme ça parce que malheureusement, je ne l'ai pas en PDF. Alors oui, je suis mal tombé sur l'image, hein, je sais. Mais voilà, par exemple, le concept d'alien. Hop, alors. Ah, voilà. Vous voyez, la maquette en elle-même est très particulière. On est sur des choses qu'on ne voit pas dans nos maisons d'édition classiques. Et c'est ça la force de Pattern Recog. Voilà, tiens, second exemple, Warpland. Warpland, bah écoutez, vous prenez du post-apo et du Sword and Sorcery, vous mélangez. C'est des trucs inclassables. Je trouve ça génial, je trouve ça brillant. Et enfin, bah par exemple, alors ça, honnêtement, ça c'est un récent. Arc Doom. Arc Doom, c'est un jeu de rôle. Vous allez jouer la fin du monde. Il y a un mécanisme de jeu pour faire une horloge, un décompte jusqu'à la fin du monde, avec des présages, avec les types de personnages que vous pouvez jouer. Et ça c'est une boîte à outils parfaite. Vous voulez jouer une campagne apocalyptique? Arc Doom. Et pour la petite histoire, ce jeu, il est philippin. Et c'est la même personne. C'est Momotoz, je crois. Je vais vous dire ça exactement parce que c'est particulier. Hein. Hop, alors, attendez. Je vais vous retrouver ça. Oui, Momatoz. C'est Momatoz qui a fait et le jeu, et l'écriture, et la couverture. Pour vous dire à quel point c'est un jeu qui est quand même assez exceptionnel, la couverture que vous avez là, vous ne la trouverez pas ailleurs. Elle est exclusivement
faites pour le marché français. C'est-à-dire que toutes les autres éditions, anglaises, philippines, etc., ont leur propre couverture. C'est-à-dire que la créatrice du jeu, elle s'est investie là-dedans à ce point-là. Voilà. Quand je vous dis que ce sont vraiment des livres objets, on est sur une charte graphique, on est sur une organisation du texte qui est assez particulière. Vous avez pu le voir, je vous ai montré effectivement quelques images pour Hypertellurien, et je vous ai glissé aussi quelques images pour Arc Doom et Warpland. Je les ai en PDF, autant en profiter. Et c'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls jeux qu'ils ont présentés. Ils ont eu Troika aussi. Là dernièrement, c'était Space Orbital. Donc pour les fans de Cowboy Bebop, par exemple, c'est parfait pour ça. Et tous leurs jeux sont comme ça. Tous les jeux qu'ils diffusent en France, c'est ça. Ce sont des pépites, c'est des trucs. On pourrait pas les trouver chez des éditeurs classiques parce qu'ils sont soit inclassables, soit graphiquement, la charte graphique, on est loin. Enfin, ça dépend les jeux, mais on est très loin, vous savez, des livres en 2 colonnes avec une illustration en premier tiers de page, un encart, etc. Non, là, on est sur des. Presque. C'est une expérience, rien que de lire le livre. Voilà. Et c'est une expérience aussi de le jouer. Alors, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. J'aimerais bien. Je serais curieux de. Je m'assierais bien à une table pour tester le jeu un jour. Enfin, un de leurs jeux. Parce que ça doit être particulier comme ambiance. Je me sens pas encore assez à l'aise, moi, pour masteriser. Et pourtant, j'ai la bouteille. Hein. Mais alors, je serais très intéressé pour être à une table. En tant que joueur. Et Hieronymus, donc plus ou moins le dernier paru, il ne déroge pas à la règle. C'est une expérience. Hieronymus n'est rien de moins qu'un jeu de rôle qui propose aux joueurs d'explorer les tableaux de Jérôme Bosch. Les joueurs vont y interpréter des individus de la société de la seconde moitié du XVe siècle, l'époque de Bosch, tout simplement, qui sont des réfugiés qui vont fuir l'horreur de leur temps. Cette horreur est incarnée par une créature presque une sorte d'horreur cosmique. Vous savez, comme disent les Anglais, Eldritch Horror. Vous voyez ce principe-là. Qui les traque de tableau en tableau. Et ils vont fuir. Ils vont fuir. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que, comme je vous le disais, ce sont des individus de leur temps, de leur société. Et ce qui est assez important pour l'expérience de jeu, c'est que ce sont des personnages qui vont être habités par le péché. Un péché dont ils doivent se repentir. Ils sont aussi habités de peur, de vice et de regret. Et c'est tout ça que vous propose de jouer et de découvrir Hieronymus. Mais avant d'attaquer le jeu, on va faire une petite partie documentaire. À savoir, qui est Jérôme Bosch et qu'est-ce que c'est que son époque. Alors, vous attendez pas à un documentaire Arte, parce que c'est pas le propos. Déjà, je pense que mes vidéos sont suffisamment longues comme ça. On va juste résumer un peu le truc. On va aborder les points importants de sa période. Et puis, ensuite, on parlera du jeu. Je pense qu'on sera pas mal comme ça. Hein. Je vais pas abuser de votre gentillesse et de votre patience. Donc, qui était Jérôme Bosch? Alors, déjà, c'était pas son vrai nom. Ça commence mal. Alors, vous allez voir, il a pas mal de noms. Hein. Nous, on le connaît sous le nom de Jérôme Bosch, mais à l'époque, on le connaissait sous le nom de Hieronymus Bosch. Mais son véritable nom était Hieronymus van Aken.
C'est un artiste des Pays-Bas bourguignon, à l'époque, puisqu'à la fin de sa vie, c'était les Pays-Bas des Habsbourg. Et rien que ça vous donne une idée du bazar qu'était la société à l'époque. Jérôme Bosch, on va garder ce nom-là hein, très simplement, serait né aux alentours de 1450, on n'est pas certain de sa date, dans une famille d'enlumineurs de... Ouais, va falloir que je me prépare à celle-là, et pourtant j'ai l'habitude des langues. Hertogenbosch, d'où ce nom Bosch, plus tard, vraisemblablement, qui veut dire le bois. Parce que à l'époque où c'était chez les Bourguignons, on appelait ça Bois-le-Duc. C'est plus facile à prononcer que Hertogenbosch. La particularité de Jérôme Bosch en tant qu'artiste, donc déjà, c'est cette connaissance de l'enluminure. Et ça l'a influencé toute sa vie dans tout son art. C'est un peintre qui a été influencé par une époque de mysticisme qui a aussi entre l'art gothique et la Renaissance. 1450, la Renaissance italienne bat son plein quand même. Enfin, disons qu'elle trouve son rythme de croisière. Et là où l'art de Giotto, de Vinci, de Véronèse ou d'autres mettent plutôt la nature en avant, les couleurs, un peu la fête des fois. Les tableaux de Jérôme Bosch et de beaucoup de peintres de cette époque et surtout du coin où il habitait, ces tableaux à lui mêlent plutôt l'enfer et le paradis, le satirique et la morale, et une très grande dose d'onirisme. Rappelez-vous, hein, les enluminures, tout ça, etc. Et il est souvent présenté comme un inventeur de monstres et de chimères, avec des créatures qui étaient plutôt issues de bestiaires médiévaux. Je vous dis, hein, l'enluminure était très importante comme source d'inspiration, le bestiaire médiéval aussi, puisqu'on retrouve beaucoup de créatures. On peut faire beaucoup de parallèles entre les créatures que présente Jérôme Bosch dans ses tableaux et celles qu'on trouve dans certaines enluminures et dans certaines illustrations de manuscrits médiévaux. Faites la comparaison, vous verrez, c'est très intéressant. Puis vous avez la période, cette période de la seconde moitié du XVe siècle. Il n'y a pas que l'art qui évolue. Déjà, on est sur une remise en question, sur un déclin du modèle féodal. Vous savez, le modèle seigneur, sous-seigneur, serf, etc. Avec l'église à côté qui dirige et tout ça. Là, on est vraiment dans un monde en pleine mutation. Comme je disais, remise en cause du modèle féodal et du féodalisme. Pour vous donner un ordre d'idée, à cette époque-là, on a l'émergence d'une classe marchande, d'une classe un peu bourgeoise, qui remet en cause le pouvoir nobiliaire. Après tout, la richesse n'est plus entre les mains des nobles. Alors, certains historiens, notamment, pourront vous dire que ce déclin s'était amorcé déjà fin XIIIe siècle. Si je ne me... non. Non, pas fin XIIIe. Fin XIIe. Fin XIIe siècle. Quelques siècles plus tôt, parce que oui, si vous étudiez un peu l'histoire de la chevalerie, vous verrez que les guerres et les tournois, ça coûte très cher. Et donc, l'argent commence à s'échapper un petit peu des mains des chevaliers. Eh bien, cette classe marchande, elle a vraiment acquis du pouvoir durant le XVe siècle. À tel point que sur la balance, elle commence à dépasser le pouvoir nobiliaire en influence, parce qu'elle a de l'argent. Ouais, en gros, elle a la maille, de la moula. Elle a la thune. Donc, qui dit avoir de la thune, dit avoir du pouvoir à cette époque. Déjà, c'était déjà le cas, c'est toujours le cas encore maintenant. Eh ben, ouais, ça se vérifie là.
Puis vous avez l'épanouissement des sciences et des nouvelles technologies. À titre d'exemple, l'imprimerie. L'imprimerie de Gutenberg, qui permet de diffuser plus rapidement les idées nouvelles. De plus en plus d'opuscules sont imprimés et circulent de plus en plus facilement. C'est à cette époque qu'on a aussi de grandes découvertes. Vous allez avoir, par exemple, forcément, la technologie de De Vinci. Enfin, c'est pas vraiment cette technologie. Certains historiens, il y a plus ou moins un consensus qui dit que les idées qu'il montre dans ses carnets ne sont pas forcément les siennes. Mais bon. S'il y a des historiens là-dedans, n'hésitez pas à en discuter avec bienveillance. Je serai toujours ravi de discuter histoire. Mais vous allez aussi avoir par exemple les grandes découvertes. On commence à partir plus loin. Rappelez-vous, Bosch né en 1450, vers 1450 et mort en 1516. 1492, les Amériques. Découverte des Amériques. Ça joue quand même. Revenons sur la période de Bosch. Parce que il y a aussi l'Église. L'Église est très présente. Et l'Église et ses enseignements sont remis en cause aussi. Et surtout, sur note tout aussi noire, sans mauvais jeu de mots, on reste quand même sur une société qui était marquée par la grande peste noire du siècle précédent. C'était à peine un siècle avant. Et ça a été une hécatombe. Et puis, la fin de la guerre de 100 ans aussi. Même si Bosch n'a pas forcément vu sa région impactée, là on ne parle que de la guerre de 100 ans. Mais en Allemagne, il y a eu aussi des guerres de pouvoir. Ça a son importance. Et ça marque toute la société de l'époque. Et ça, tout ça, ça transparaît dans les tableaux de Bosch. Mais bon, on arrête là le documentaire et on va passer davantage au jeu. Mais avant, alors, vous allez me détester pour ça, mais je vais faire comme beaucoup de youtubeurs. Je l'ai vu faire là récemment. C'est la petite interruption. Bah oui. It's a trap. Ouais, j'ai décidé de faire comme les autres youtubeurs et d'inclure un peu les informations habituelles en plein milieu de ma vidéo. Parce que si vous en êtes encore arrivé là, après la partie, on va dire, peut-être un peu assommante pour ceux qui ne s'intéressent pas à la réelle histoire, c'est que vous aimez quand même ce que je fais. Ou alors que vous êtes vraiment de très bons potes. Merci à vous. Mais vous pouvez m'aider. Comme vous le savez, ma chaîne est assez petite en soi. Même si elle a 3 ans d'existence, je dois dépasser à peine les 100... Je suis entre 100 et 110 abonnés, je dirais. Et vous pouvez m'aider. C'est très simple. Vous likez. Vous commentez. Alors, toujours avec bienveillance. Et sérieusement, ce n'est pas un appel aux commentaires juste pour le référencement. Les plus anciens pourront vous le dire. Je lis vos commentaires. Et si je peux, je réponds. Enfin, si je peux... si le commentaire appelle une réponse, je réponds. Et puis, partagez. Partagez. D'autant plus que là, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu pour des médiateurs culturels. Si vous en connaissez dans votre entourage, des gens qui travaillent dans des musées, n'hésitez pas à leur partager ça. N'hésitez pas à leur partager la vidéo. Moi, ça m'aidera. Et eux, ça leur fera connaître peut-être un outil qui pourrait être utile pour eux plus tard. Et puis, si vous voulez aider davantage la chaîne, il y a le Tipeee. J'ai mis en place un Tipeee à la fin de l'été pour pouvoir un peu acheter du nouveau matériel. Vous voyez la caméra là sur laquelle je tourne là, c'est juste une webcam qui commence à être un peu vieille.
j'aimerais bien par exemple la changer. Changer aussi les spots, parce que pour l'instant c'est des anneaux LED hein, que j'utilise. C'est bien, mais c'est pas parfait. Alors, je vais pas vous dire exactement ce que je ferai du Tipeee. Vous avez dans la petite vignette. Alors, si vous regardez depuis un ordinateur, peut-être depuis votre smartphone, vous pouvez le voir là. Je vous mets le lien et au pire, il est en description. Il sera en description avec le lien du Tipeee et donc le lien d'une vidéo qui vous explique ce que je compte faire de l'argent gagné via Tipeee. Voilà. Je vous prends pas plus de votre temps. Merci déjà d'être arrivé jusque-là. N'hésitez pas à suivre le reste de la vidéo parce qu'on n'a pas terminé. Parce que là, on va parler vraiment du jeu. Donc, à de suite. Donc, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'univers, alors un peu plus, c'est vite dit, mais grossièrement, vous avez, sans mauvais jeu de mots, vous avez le tableau. Comme je vous l'ai dit, le jeu Hieronymus va vous proposer de jouer des personnages de la société de l'époque qui vont explorer les tableaux de Jérôme Bosch. Ce qu'on va appeler des panoramas. Je reviendrai là-dessus plus tard, ne vous en faites pas. Et ce faisant, ils vont essayer aussi de fuir une créature, une horreur cosmique, qu'on appelle le poursuivant. Alors, les personnages sont très simples. Vous avez ce qu'on appelle des rôles, au nombre de 6, qui vont représenter chacun un aspect de la société médiévale ou une institution. Vous allez avoir l'artisan, la canaille, l'alchimiste, le prêtre, le roi et le poète. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que votre alchimiste va partir en quête de la pierre philosophale. Il peut le faire. Mais ça veut plutôt dire que c'est une personne savante qui va travailler sur l'expérimentation, sur la découverte, sur le savoir. Là où le poète peut très bien être un... Alors, troubadour peut-être pas, mais oui, un chanteur. Vous savez, Georges Asquier, tout comme il peut être un peintre. Au même titre que l'artisan peut lui aussi être un peintre, tout comme il peut être un forgeron. Etc., etc. Par exemple, le roi, ça peut être un noble, ça peut être un dirigeant, ça peut être un général. Et la canaille, par exemple, là, c'est festival, hein, c'est le meurtrier, c'est le voleur, c'est l'amuseur, selon comment vous le jouez. C'est juste vraiment un aspect. Ce qui va compter le plus là-dedans, c'est comment ils sont définis. Vos personnages vont être définis par 4 aptitudes, et on en parlera après, rassurez-vous. Ils vont avoir 3 objets qui sont définis dans une liste précise. Alors, je crois qu'il y a une dizaine d'objets dans la liste. Vous allez avoir une lanterne, une corde, vous allez avoir un petit couteau, enfin, je vais vous dire ça exactement, j'ai le livre sous les yeux, hein, forcément ça peut aider. Là, je vous avoue, j'ai pas noté. Alors, voilà. Alors, couteau de poche, dague, longueur de corde, outils de travail, un briquet à amadou, une poignée de noix et de fruits. Et voilà, faut bien manger. Une lanterne, une petite bourse, une boussole et quelques bougies. Et ça, ces objets, ils peuvent avoir une utilité. Ils peuvent avoir une utilité. On en parlera après. Hein. Oui, je fais un peu mon Tolkien là-dessus. On fait des allers-retours dans les chapitres. Désolé. Mais grossièrement, voilà. 4 aptitudes, 3 objets, une jauge de stress et des ascensions. Et ça, on va en parler aussi, des ascensions. Mais parlons d'abord des aptitudes. Les aptitudes sont au nombre de 4, donc. Vous allez avoir... En fait, avec ces aptitudes, c'est les compétences, c'est le savoir-faire de votre personnage. Mais c'est à la fois assez précis, tout en étant assez large pour interpréter. Vous n'êtes pas cloîtré là-dedans. Et ça, je trouve ça intéressant. Par exemple, l'aptitude analyse,
Ça va être étudier et comprendre une situation ou une personne. Ça va être la jauger, ça va être la déduction, ça va être un peu la psychologie. À côté de ça, vous allez aussi avoir le technique, ou la technique. Là, on est plutôt sur les métiers manuels. Ça va être fabriquer ou modifier un objet, ça peut aussi être crocheter des serrures. La persuasion, là on est sur argumenter, mentir, intimider ou négocier. Vous verrez en fait ces quatre aptitudes, d'ailleurs j'ai pas fait encore la dernière, la manœuvre, courir, sauter, se déplacer, esquiver, c'est du physique. Donc ces quatre aptitudes, vous voyez que selon le rôle que vous avez choisi, elles ont des cases qui sont déjà cochées. Et en plus, vous pouvez à la création rajouter un point. Ces points ne sont pas là au hasard. Ils vont avoir une utilité, on y reviendra par la suite. On va aussi parler des ascensions. Alors les ascensions, c'est un peu particulier. Déjà, à la création, vous en avez une qui va vous permettre de colorer un peu votre personnage dès la création, au même titre que le point d'aptitude que vous rajoutez. Et ces ascensions, ce sont des bonus. Ce sont des bonus spécifiques à chaque rôle. Typiquement, ça va être, par exemple, je crois, c'est pour l'alchimiste. Il peut créer des potions. Des potions, des précipités, quelque chose qui peut être utile. Et qui vont lui permettre, en créant un objet spécifique, une potion, d'avoir un bonus d'un dé sur une action ultérieure. S'il précise bien qu'il utilise cet objet. Ou ça va accroître l'efficacité de son action. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et vous avez 3-4 ascensions. Vous en avez 3 ascensions pour chaque rôle. Et vous avez ensuite 2 ascensions fortuites. Les ascensions fortuites, c'est des ascensions que tout le monde peut prendre. C'est les compétences générales en quelque sorte. Voilà. Ça permet de vraiment typer votre personnage. Et en plus, ces ascensions, vous pouvez en choisir une supplémentaire à chaque fois que vous changez de panorama. Autrement dit, que vous finissez un scénario. Vous allez voir, cette notion de panorama, elle est très importante aussi. Maintenant, on va entrer un peu plus dans le cœur du système. Les règles. Comment ça fonctionne. Face à une difficulté, à une épreuve, vous faites un test d'aptitude. Et c'est là que les points d'aptitude vont être très importants. Vous prenez un dé à 6 faces. Vous savez, les dés qu'on a tous au moins en un exemplaire chez nous parce qu'on joue à Monopoly ou à d'autres jeux. Voilà. Un dé à 6 faces. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 marqués dessus. Tout simple. Tout le monde en a un. Tout le monde. Au moins un. Vous prenez donc un dé à 6 faces par point dans l'aptitude utilisée pour l'action. Par exemple, votre personnage a 2 en technique et il essaye de crocheter une porte. Eh bien, vous prenez 2 dés. Vous lancez donc vos dés et on garde le résultat le plus élevé. Tout simplement. Si vous faites 2, 3, 6, on garde le 6. Et le résultat va vous dire si oui ou non l'action est réussie. Sur un 6, l'action est réussie, point barre. Aucune conséquence, rien. Sur 4 ou 5, l'action est réussie, mais avec une petite complication. Ça peut être une conséquence accidentelle ou une issue moins favorable. Par exemple, imaginons que vous essayez de fuir quelqu'un, vous laissez une trace. Voilà. La personne peut vous suivre plus facilement. Simple et efficace. Le poursuivant va vous suivre. Voilà, il va vous poursuivre. Et sur 1, 2 ou 3, l'action, bien sûr, échoue. Vous voyez, vous avez 50% de chance de réussir votre action.
C'est oui, non. Enfin, c'est non, oui mais et oui, grossièrement. Sachant que le maître de jeu peut toujours retirer un dé pour simuler une action plus compliquée, plus complexe. Mais un personnage de son côté peut aussi ajouter un dé en encaissant un point de stress. C'est le stress qui était présent à la création. Il va jouer là-dessus. Vous allez voir, le stress a son importance. Et enfin, il y a un truc que j'aime personnellement beaucoup parce que ça fait très Jérôme Bosch dans le principe. Vous pouvez faire ce qui s'appelle dans les règles un pacte avec le diable. Alors non, pas besoin de bougie rouge, de sacrifier un chevreau ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, un joueur peut négocier avec le maître de jeu pour gagner un dé supplémentaire. Par contre, en contrepartie, il fera face à un choix difficile, un choix plutôt cornélien, ou une conséquence assez particulière. Bien sûr, ce pacte, par contre, doit se décider avant de lancer les dés. Bien sûr, sinon... Oh, zut, j'ai pas réussi. Oh, tu me donnes un dé en plus? Non? Bon, voilà. Ça, c'est la base. Parce qu'après, vous avez aussi le stress des personnages qui entrent en ligne de compte. Le stress, c'est la résilience, la résistance physique et mentale des personnages. C'est une jauge, et plus elle se remplit, plus vous êtes mal. Normal. Par exemple, à 6 points de stress, le personnage est dit affaibli. Il aura un dé de pénalité, c'est-à-dire que sur ses actions, il lancera toujours un dé de moins, mais toujours avec un minimum de 1 dé. Toujours. Ah oui, petit point important que j'ai oublié de préciser. Il peut arriver que vous ayez 0 point dans une aptitude, pas un seul. Ce qui est normal. Chaque personnage dispose de base de 2 points dans une aptitude et de 1 point dans une seconde. Et puis vous avez 1 point de plus à mettre dans une aptitude, celle que vous voulez. Donc, fatalement, un personnage se trouvera avec au minimum une aptitude à 0. Dans ce cas-là, si cette aptitude est sollicitée, c'est-à-dire que s'il a 0 point dans une aptitude, eh bien il va lancer 2d6. Et il gardera le plus mauvais score. Voilà. Mais de base, vous aurez toujours au minimum un dé à lancer. Donc affaibli, un dé de moins sur les actions. Enfin sur les tests d'aptitude. Si par contre le personnage est à 12 points de stress, le personnage est dit sans défense. Donc en gros, il est mort ou pas loin. Ou dans un état catatonique, attendant juste d'être achevé par un passant. Je vois. Puis le stress, ça va être un peu vos points de vie. On va pas dire que le personnage va prendre un coup à la tête, etc. Ça va lui donner tant de points de vie. Non, on va dire, le personnage est blessé, il subit 1 à 2 points de stress, selon la gravité de sa blessure. Si par exemple c'est une blessure qui fait mal, un peu handicapante, 1 point. Bon, si par contre c'est le bras cassé, 2 points. Voilà. Grossièrement, pour vous donner un exemple. Mais il y a d'autres moyens de perdre des points de stress. Et là, je vous en ai un peu parlé par exemple quand on parlait un peu du système de jeu, pour les tests d'aptitude. C'est-à-dire que le personnage peut subir donc 1 point de stress pour se surpasser, et donc jeter un dé de plus lors d'un test d'aptitude. Mais il peut aussi sciemment subir, et volontairement bien sûr, subir donc 1 point de stress pour aider un autre personnage. Bon, il devra bien sûr le justifier, mais en aidant ce personnage, eh bien, le personnage aidé gagnera un dé supplémentaire sur son test. Typiquement, quelqu'un est en train de grimper, le gars, il se penche pour l'aider. Et ce faisant, il prend un risque, il se blesse, 1 point de stress. Mais vous pouvez aussi retirer du stress lorsque vous
Ben, lorsque vous choisissez d'assouvir vos péchés, c'est dit comme ça, hein. Le personnage assouvit ses péchés. À la condition que le panorama, que le tableau, vous le permette, bien entendu. Si par exemple il y a... si vous êtes, je sais pas moi, licencieux, donc quelqu'un qui est plutôt porté sur le sexe, eh ben oui, la dépravation, etc., la décadence physique, et qu'il n'y a personne à l'horizon, est difficile d'assouvir ce péché. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de dire mon personnage est licencieux, etc. Non, vous avez tous les péchés en vous. Donc, choisissez selon ce qu'il y a. Donc, vous pouvez assouvir vos péchés si le panorama donc, vous en laisse la possibilité, mais vous précisez en tant que joueur ce que vous faisiez et le péché que vous assouvissez. Et à ce moment-là, vous lancez un des 6 et vous retirez le résultat à votre stress. Et à partir de là, on est bon. Et maintenant, on va parler d'un protagoniste que j'ai plus ou moins éludé jusqu'à maintenant. C'est cette horreur astrale qui traque les personnages. C'est le poursuivant. Alors le poursuivant n'a pas de règle en soi. Enfin, il en a une. Vous allez voir, elle est très simple. C'est une horreur astrale, c'est une personnification d'une époque en crise, d'une société en pleine mutation, avec tout ce que ça entraîne. Et là où il passe, dans chaque panorama qu'il traverse à la poursuite des personnages, il imprègne le paysage. Il imprègne les lieux et les personnages croisés, qui sont alors marqués, teintés de certains aspects de ce poursuivant. La ruine, la famine, la guerre, la duplicité, la duperie. Vous avez toute une liste. Dans le... Alors, honnêtement, le poursuivant, vous avez une page. Mais vraiment, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est très éloquent. Je retrouve la page. Les panoramas, voilà. Le poursuivant, c'est ça. C'est juste ça. Et même en bas, en fait, c'est juste une... En fait, techniquement, le poursuivant, c'est juste ce cadre-là. Vous voyez là. Alors, là, vous avez une présentation du poursuivant, de ce qu'il est, en termes de... C'est pas vraiment du background, mais c'est une présentation. Mais là, par contre, c'est les règles. Et vous voyez, c'est très simple. Et ce poursuivant, ben, son nom indique sa fonction. Il poursuit les personnages sans relâche. Comme je vous l'avais dit, les personnages sont marqués par le péché. Et il les poursuit pour ça, il les traque pour ça. Il est la destruction et la ruine de la société de l'époque. Il y a un très bon exemple, j'aime beaucoup. Ils expliquent à un moment, dans la création de personnages, euh, la création d'une canaille. Et cette canaille, ben en fait, c'est une meurtrière. Elle s'est retrouvée là, alors qu'elle était sur le point d'être pendue. Et dès lors, elle se balade avec sa corde autour du cou, donc ça lui fait un objet. Et ben, comme elle a échappé à son destin, le poursuivant essaie de la rattraper. Simple, efficace. Et pour représenter cette traque, cette poursuite, eh bien, vous avez le MJ qui a un outil. C'est une sorte de camembert. C'est un compteur. Une jauge à 7 secteurs. C'est-à-dire que c'est comme je vous disais un camembert. Vous avez 7 portions dans ce compteur. Et c'est on ne peut plus simple. Vous remplissez un secteur quand un personnage assouvit un péché. Vous vous souvenez la règle là pour baisser son niveau de stress. Et bien à chaque fois qu'un joueur le fait, un secteur complété. Parce qu'il est là pour ça, il est là pour punir. Et
Quand le groupe change de panorama, c'est-à-dire qu'il passe d'un tableau à un autre, vous pouvez effacer un des 6 secteurs de la jauge. Vous prenez un des 6, et ben, si par exemple il vous donne 3, vous videz, vous effacez 6 des secteurs de la jauge du poursuivant. Simple et efficace. Et le jeu se termine quand le compteur est plein. Et à ce moment-là, la table détermine en groupe, en commun, comment va se caractériser la, entre guillemets, victoire du poursuivant. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que le poursuivant va les détruire, il va peut-être y avoir autre chose. C'est juste, quand le compteur est plein, le poursuivant les rattrape. Mais on ne sait pas, il est juste horrible, il est juste l'incarnation de sa société, mais on ne sait pas, grossièrement, ce qu'il cherche. On sait juste qu'il poursuit les joueurs, enfin les personnages, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas dans quel but. Et ça, c'est aux joueurs de le déterminer à la fin, quand ils ont été rattrapés. Bon, bien sûr, le maître de jeu va guider un petit peu, parce que bon, voilà. Et on est quand même sur quelque chose d'un peu particulier. Et on va aborder, enfin, j'ai envie de dire, l'ADN, plus ou moins, de ce jeu. Ce sont les panoramas. Et les panoramas, ce sont les tableaux traversés par les personnages. Alors, c'est plutôt sympa parce que le livre, il n'est pas grand. Vous avez vu, les règles sont très faciles à prendre en main, très simples. Mais vous avez quand même 7 panoramas qui vous sont proposés. Je vous les listerai, hein, vous en faites pas, comme ça, et je vous mettrai même les tableaux d'origine. Et les panoramas, je vais vous mettre un exemple à l'écran d'ailleurs pour que vous voyez bien. Ces panoramas sont découpés en hexagones que le groupe va traverser l'un après l'autre. Lorsque vous arrivez sur un hexagone, le groupe va observer l'œuvre pour déterminer ce qui se passe. Et en s'appuyant sur les idées des joueurs, le maître de jeu va proposer un défi à relever. Alors, ça a l'air complexe comme ça, mais je vous expliquerai un peu après parce que vous avez un petit truc en plus. La plupart des panoramas, pas tous, il y en a un, c'est pas le cas. La plupart des panoramas qui sont présentés dans ce livre sont plutôt détaillés. Ils ont une description de certains hexagones. On vous dit, tiens, en hexagone D14, il y a ça. Tenez, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais essayer de pas spoiler le jeu. Hein, on va éviter. Voilà. Panneau gauche du Jardin des Délices. 2 licornes s'abreuvent au bord du lac. Elles proposent de transporter les personnages jusqu'à quelqu'un qui peut les aider. C'est un chemin sûr jusqu'en F2. Bon. Et en italique, question. Il y a un prix à payer pour leur offre. Quel est-il ? Ces créatures, sont-elles réellement des licornes ou autre chose ? Et c'est là l'un des aspects les plus intéressants et peut-être aussi un peu déroutants de ce jeu. C'est qu'on est sur une forme de narration partagée. Alors, et c'est là la partie un peu compliquée de l'histoire, c'est que je vais devoir vous présenter ce qu'est la narration partagée. Et je vais vous avouer un truc, c'est pas une narration que je maîtrise parfaitement. On va d'abord définir ce qu'est une narration classique en jeu de rôle. Vous avez le maître de jeu, le narrateur, le conteur, qui a un scénario prédéfini, qui va vous définir un cadre, qui va vous dire les personnages rencontrés, quelles informations ils ont, qui va vous définir en fait le déroulement du scénario, le déroulement de l'histoire que vous allez raconter aux joueurs et avec laquelle les joueurs vont interagir.
Typiquement, ça va être une situation que le maître de jeu va définir, va cadrer. Par exemple, vous êtes dans une auberge, ouais, le truc classique, hein, et un vieil homme vous aborde. Il vous parle d'une légende ancienne, etc. Et là, les joueurs vont dire, bah, il y en a un, il va dire, bah, je l'interroge un peu plus, je veux en savoir plus, qu'est-ce qu'il sait, d'où il vient, qui il est. Ou alors, ben, pendant que vous décrivez, euh, il y a peut-être un joueur qui va dire, mais dis-moi, il n'y aurait pas des gens qui écoutent. Et là, en tant que maître de jeu, vous savez qu'il y a des gens, effectivement, il y a une tierce partie qui écoute, vous savez qui elle est, quel est son objectif, combien ils sont dans la salle, etc. Et vous pouvez dire, fais-moi un jet. Oui, effectivement, ton jet est réussi, très bien. Oui, effectivement, tu remarques que trois personnes vous écoutent un peu dans un coin, etc. Et là, le gars va dire, bah, je vais aller les voir, et je vais faire genre de me vautrer sur eux pour les distraire avec une grosse chope de bière remplie. Et vous faites toute l'action. Et vous rebondissez pendant que les autres, vous rebondissez là-dessus pendant que les autres, eux, vont poursuivre leur interrogatoire du vieux. Mais le point fort du truc, c'est que vous avez une histoire cadrée. Votre scénario, vous savez de A à Z où vous allez, dans quelle direction vous allez, pourquoi faire, etc. Et les joueurs vont juste rebondir sur ce que vous dites. Et vous, tout ce que vous allez faire, c'est juste jouer les conséquences, enfin, décrire les conséquences des actes des joueurs. Le meneur de jeu est un narrateur, est un conteur. Et les joueurs vont interagir avec l'histoire que leur raconte le maître de jeu. La narration partagée, c'est totalement différent. Et ça s'applique très bien à ce jeu qu'est Hieronymus. Votre scénario, votre trame, c'est le tableau. Mais finalement, le tableau, il est sujet à interprétation. Et c'est les joueurs qui vont donner l'interprétation. Et c'est à vous, en tant que maître de jeu, de dire, cette idée, je la prends, elle me plaît bien. Parce que les joueurs auront décidé en commun de ce qu'est l'histoire. C'est eux qui vont décrire l'histoire. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, J'étais pas certain de pouvoir décrire Hieronymus comme il le faut. Et je peux pas être parfait non plus, hein. C'est bon quoi. J'ai déjà de superbes cheveux. Je peux pas être comme ça, quasi divin. Je plaisante, hein. Je, j'ai pas cette arrogance. Mais j'ai regardé sur internet si je pouvais trouver des vidéos sur le jeu. Ce que je fais généralement pour des jeux de figurines, je me renseigne toujours comme ça. Mais là, sur Hieronymus, j'ai beaucoup galéré. Il n'y en avait pas beaucoup et c'était beaucoup des vidéos en anglais. Alors, c'est pas gênant en soi, hein, mais c'était compliqué. Et j'ai adoré une anecdote racontée par la vidéo que j'avais regardée. C'était un Américain, je crois, qui expliquait qu'il décrivait à ses joueurs une scène où deux individus parlaient devant une échelle. Et la question qui soulignait ça, c'est de quoi discutent ces gens? C'est la question que va poser le maître de jeu. À votre avis, de quoi discutent ces gens? Et il y a dû avoir un joueur qui a dû dire, ben, est-ce qu'on monte à cette échelle ou non? Où mène cette échelle? Ça, c'est la question d'un autre joueur. Et il y a un troisième joueur, et ça, le maître de jeu, il a dit, enfin, le gars qui faisait la vidéo, il a dit, j'ai retenu cette idée parce qu'elle correspondait parfaitement. C'était, c'est quoi le sens de l'échelle? Est-ce qu'elle monte vraiment ou est-ce qu'en fait, si on monte, on va en bas? Grossièrement, de ce que j'ai compris du truc. Et là, le maître de jeu, il a dit, ok, je prends l'idée. Parce qu'elle est parfaite pour aller dans l'esprit de Jérôme Bosch. Et c'est ça la narration partagée. Votre scénario, il n'est pas défini à l'avance. Vous pouvez avoir une trame, le tableau, mais en soi, certains défis, certaines opportunités, certains personnages vont être en quelque sorte créés par vos joueurs. Alors que dans une partie de narration classique, une partie de jeu de rôle classique, ben, toutes ces opportunités, tous ces personnages, tous ces enjeux sont déjà prédéterminés.
par un scénario écrit à l'avance. Sans cela que, et c'est là que je vais retomber sur le côté un peu professionnel, qu'il peut y avoir une difficulté. Je développerai ça un peu plus tard, mais ça peut être une difficulté pour un médiateur culturel qui ne connaît pas le jeu de rôle. Mais c'est aussi la meilleure manière d'intéresser, d'impliquer un usager dans l'art, dans un tableau. C'est de lui dire, c'est toi qui imagines. C'est toi qui me dis ce qui se passe dans ce tableau. Et là, l'usager, le joueur, va réfléchir, va essayer de reprendre ce que vous lui avez apporté et d'appliquer ça pour donner sa vision du tableau ou de la scénette que vous décrivez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on retourne à côté pour reprendre un peu le fil de notre vidéo. Les 7 panoramas qui vous sont proposés ne sont pas tous de Bosch. Vous allez avoir le premier, c'est le Jardin des Délices, que je vous ai montré en exemple pour ce qu'était le panorama. Je vous le montre là, sans la grille. Vous voyez, c'est très riche, avec ce bestiaire fantasmagorique, j'oserais presque dire. Vous avez aussi le Jugement dernier dit de Bruges, oui, parce qu'il y en a d'autres, de Jean Bosch, toujours. La Tentation de Saint-Antoine. Le Jugement dernier dit de Vienne, parce qu'il est conservé à Vienne, au musée de Vienne, celui-ci. Et dernier tableau de Bosch qui est utilisé, le Chariot de foin. Vous voyez, vous avez déjà pas mal de choix rien qu'avec Bosch. Mais on vous rajoute en plus 2 autres tableaux qui ne sont pas de Bosch. Inferno, alors vous m'excuserez la prononciation, mon italien est un petit peu rouillé, de Di Fruozzino. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Je parle davantage anglais qu'italien ou espagnol. Et enfin, vous allez avoir le diptyque formé par la crucifixion et le jugement dernier de Van Eyck. Et ce dernier est particulier parce que lui, on vous le présente avec les thématiques, on vous présente 2-3 trucs, et c'est tout. Vous n'avez pas tout le listing avec les cases, en D1 il y a ça, en D14 il y a ça, en C3 il y a ça, etc. Non, là c'est... Vous êtes censé vous débrouiller tout seul à ce niveau-là, vous avez censé avoir assimilé la narration si particulière propre à ce genre de jeu. Et bien sûr, en appendice, on vous propose même de transposer le système de règles dans d'autres œuvres d'art. Et certaines, étonnamment, sont beaucoup plus modernes. Typiquement, je crois qu'en exemple, il y a le Guernica de Picasso. Je crois qu'il y a d'autres tableaux aussi d'artistes japonais. Voilà, par exemple, des trucs complètement, mais on part loin. Mais voyez, ça reste plutôt intéressant. Vous avez un système qui est parfait pour mettre en valeur, valoriser, faire de la médiation autour de l'art. C'est pour ça que je vous disais que cette vidéo, elle va être un peu particulière parce que c'est pour des médiateurs culturels ce jeu. Alors, en tant que personne seule, si vous appréciez l'art, allez-y, c'est cadeau. Ce jeu, il est juste pépite. Mais c'est vrai que moi, à la première lecture, même quand la précommande participative a eu lieu, premier truc que j'ai vu, je fais, mais je vais le prendre ce jeu parce que ça, pour la médiation culturelle, c'est banco. Voilà. Ça, c'est un truc. Si vous faites de la valorisation artistique, allez, go. Vous prenez. Je vais faire un peu ma conclusion, mais aussi je vais donner des conseils. Ce jeu, il est peut-être déroutant. Pour moi, il l'est. Il va me sortir. Si je devais mener ce jeu, si je devais mener Hieronymus, il me sortirait grandement de ma zone de confort. Comme vous l'avez compris,
Je suis plutôt un gars de narration classique, avec un scénario posé, des enjeux posés, etc. Là, on a une trame, là encore sans mauvais jeu de mots, hein, avec les tableaux de Van Eyck, de Bosch, forcément. Mais en soi, il faut accepter de lâcher prise. Faut se dire que l'histoire, maintenant, elle va pas reposer seulement dans les mains du maître de jeu, qui sera finalement juste un facilitateur. Il va être là plus pour euh, poser certains enjeux, pour permettre d'équilibrer un peu les débats entre les joueurs. Mais en dehors de ça, voilà, il va pas forcément tout narrer. Ce jeu est vraiment, il est exceptionnel pour ça. En fait, le maître de jeu va décrire. Il va décrire, bien sûr qu'il va décrire ce qu'il voit. En même temps, vous avez le tableau. Mais en soi, ce sont les joueurs qui vont vraiment enrichir le panorama, la description, par leurs propres idées. Rappelez-vous, l'histoire des licornes qui n'en sont peut-être pas. Autre chose dont j'ai pas beaucoup parlé, et il le rappelle plusieurs fois hein, dans le livre, c'est la sécurité émotionnelle. Rappelez-vous, l'époque de Bosch, c'est pas une époque très joyeuse. Hein, peste noire, remise en cause de l'État, remise en cause de l'Église, etc. Ça, c'est très important. Le maître de jeu est là aussi pour assurer la sécurité des joueurs. Il va, euh, il va discuter un peu des thématiques. Parce que c'est très important, surtout si vous faites de la médiation culturelle, de la médiation patrimoniale, certains thèmes peuvent heurter le public. Et c'est ça qui est très important aussi dans le rôle du maître de jeu. Et c'est un rôle de médiateur aussi. Et c'est ça qui est passionnant. C'est pour ça que je le répète, hein, je l'ai déjà dit il n'y a même pas 1 ou 2 minutes, ce jeu-là, il est vraiment parfait pour présenter, valoriser l'art. Vous prenez un tableau, vous en fixez les grilles en hexagone, et c'est parti. Honnêtement, les personnages, vous les créez en 5 minutes. Si vous voulez aller vite, 5 minutes. C'est juste rajouter un point, prendre une ascension, discuter rapidement du background du personnage, choisir un objet, et bim. Allez, 10 minutes. Grand max. Donc si vous faites ça en groupe, en 20 minutes, c'est plié. Oui, le temps d'arbitrer un peu les débats. Une fois que ça c'est fait, l'aventure, c'est parti. Moi, honnêtement, ce jeu, alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas un jeu qui est vraiment fait pour moi en termes de technique. Hein. Je suis plus à l'aise avec une narration classique, mais en soi, là, pourtant, le jeu, vous voyez, hein, c'est combien de pages? Je crois que vous en avez, allez, une cinquantaine. Oui, vous en avez une cinquantaine, appendices comprises. Hein. Dans les appendices, on vous présente les œuvres. On vous donne même un exemple de partie, ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, il vous explique, hein, vous voyez, il vous montre vraiment le côté narration partagée. Vous avez même des règles pour créer des créatures. C'est une boîte à outils. Mais les règles en elles-mêmes, vous voyez, elles tiennent en peut-être 5 pages. Sans compter la règle de création de personnages. 5 pages pour créer, enfin pour jouer. Et encore, elles ne sont pas remplies à fond. Hein. Non, le jeu est excellent. Il est simple, facile à prendre en main. La grosse difficulté, selon les personnes, c'est la narration partagée. Et c'est là que je vais rebondir sur plutôt un conseil pour des professionnels qui voudraient se lancer dans ce genre d'aventure. Si vous êtes médiateur,
médiateur culturel, et que vous êtes intéressé par Hieronymus, déjà, très bon choix. Je vous inviterai d'abord à vous rapprocher d'associations de jeux de rôle. Il commence à y en avoir quelques-unes. Et si vous connaissez des joueurs ou des rôlistes dans votre entourage, rapprochez-vous d'eux. Commencez déjà par voir comment se joue un jeu de rôle, surtout si vous n'y... non, si vous n'y connaissez rien de base. Voyez un petit peu comment ça se joue, comment fonctionne la dynamique de groupe autour d'une table, le rôle du maître de jeu. Mais une table de narration classique. Donjons et Dragons, qu'est-ce que je peux vous citer, Les Ombres d'Estérène, Hollywood, tiens, allez. Hollywood, c'est un jour, faudra que je vous le présente. Bref, là, j'ai plein de jeux, hein, allez-y. Choisissez. Warhammer, tiens, il y a Warhammer derrière moi. Voilà, la liste est vaste. Commencez par ça. Mettez-vous une table. Prenez juste le... Posez votre vision de je dois à tout prix masteriser Hieronymus, posez ça dans un bocal, laissez-le de côté et prenez plaisir à jouer. Observez, regardez. Observez comment les joueurs se comportent, observez comment le maître de jeu se comporte. Regardez bien les interactions entre les différentes parties. Puis lancez-vous. Lancez-vous dans un jeu. Masterisez. Prenez un univers qui vous plaît. Si par exemple vous êtes plutôt fantasy, ben, lancez-vous dans la fantasy. Si vous êtes plutôt science-fiction, on a du choix aussi pour ça. Lancez-vous. Testez. Essayez. Faites des erreurs. C'est normal. Et quand vous vous sentirez un peu plus à l'aise, revenez voir votre pote jeu, votre pote MJ, maître de jeu, et demandez-lui s'il peut masteriser de la narration partagée. Pour que vous voyez la différence entre les dynamiques. Vous verrez que la dynamique n'est pas forcément la même. Le poids du récit en lui-même ne repose pas que sur les épaules du jeu, du MJ, du maître de jeu, dans la narration partagée. Et vous verrez du coup comment ça s'articule. Et vous verrez du coup que finalement, ça se rapproche un peu de votre métier. C'est juste qu'on va rajouter une histoire derrière. On va rajouter un narratif. Et quand vous serez prêt, testez Hieronymus avec des potes. Et puis, proposez des activités. Une fois que vous l'aurez bien pris en main, proposez des activités au sein de votre structure. C'est mon conseil. C'est mon avis. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Et je dis pas ça parce que je cherche un boulot dans la culture. Hein. Vraiment, c'est ce que je ferais réellement. Hein. Ouais, je suis assez chiant là-dessus. Hein. Désolé. En soi, le jeu, il est excellent. Il n'est pas cher. Hein, honnêtement, voilà, le livre, il est à 22 €. Le livre. C'est un livre en reliure souple. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, en une journée, vous avez lu les règles. Hein. Même pas. Et après ça, jouez. Voilà. Lancez-vous. Après, moi, c'est vrai que ça m'a un peu... Je vous avoue, alors, c'est mon point de vue. Hein. Vous voyez, j'ai pas mal de bouquins de jeux de rôle derrière moi. C'est mon petit point de vue de gros collectionneur. J'ai vu l'objet, j'ai fait... C'est petit. C'est tout petit, mais il n'y a pas grand-chose. Mais en soi, ça se suffit à lui-même. Et l'objet est beau. C'est vraiment... vous avez toutes les illustrations, ou presque, sont des œuvres de Bosch. Toutes. Ou presque, hein. Comme je vous disais, vous avez le panneau de le diptyque de Van Eyck, par exemple, vous avez des petits trucs comme ça. Mais en soi, voilà. C'est un beau produit. Moi, honnêtement, c'est un produit qui va dans la continuité de Pattern Recog, tant en termes de type de jeu qu'en termes de produits physiques. Et honnêtement, il a sa place. Il a sa place, moi, dans ma médiathèque. Enfin, dans ma ludothèque.
Pardon. Mais il peut avoir sa place dans une médiathèque aussi, hein. Si vous avez une rubrique art, allez-y, c'est cadeau. Bref. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur le dernier jeu sorti euh, par Pattern Recog, enfin diffusé, distribué par Pattern Recog sous nos latitudes. Quoique c'est pas vraiment le dernier, hein. Il y a eu Space Orbital qui était en précommande c'était quand? C'était jusqu'en décembre si je ne m'abuse. Et puis je crois qu'il y a Majestic 12 qui est déjà sorti en boutique. À voir, ça je l'ai pas en tête. Mais bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur Hieronymus. Je vais donner quelques petites infos quand même si je vous ai bien saoulé en plein milieu de vidéo, je pense. Mais je vais vous donner quelques petites infos sur les prochaines vidéos. Alors, déjà, premièrement, je vais lancer enfin la série sur le projet Mordheim. Alors, ça ne sera pas des vidéos régulières. Vous savez que je ne peux pas faire de vidéos régulières. Mais ce seront des vidéos que je ferai de temps en temps pour parler de Mordheim, le jeu Mordheim. C'est un jeu, je pense que je dois en parler. Parce que j'ai fait plusieurs références à ce jeu, et vous savez que les jeux qui m'intéressent énormément, ce sont des jeux d'escarmouche. Et beaucoup s'appuient sur Mordheim. Ensuite, et c'est un peu plus particulier en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis dans une phase où j'ai envie de changer d'échelle. J'ai envie de tenter du petit. Vous voyez, on passe sur on est sur du 28, du 32 en général. Là, j'ai envie de tenter du 10-15 mm. Alors, j'ai vu par exemple, là, je me suis pris un petit starter de chez Spellcrow, un jeu qui s'appelle Argatoria. Alors, j'ai pris par curiosité, hein, mais peut-être que je vais, si je peins assez de figurines pour jouer, le présenter un jour, peut-être. Je verrai. Je vais étudier la question. Spellcrow, c'est une boîte polonaise qui est surtout connue pour les pièces, pour convertir les pièces de kit bashing, pour convertir des figurines, changer des têtes, changer des armes, etc. Et ils sont moins connus en France pour deux jeux. Argatoria, donc un petit jeu de bataille rank and flank en 10 mm, avec des trucs un peu à la Conan, toujours très fun. Et l'autre, c'est un jeu d'escarmouche qui m'intéresse aussi, qui s'appelle Umbra Touris. Là, on est plutôt sur du 28-32 mm. Mais voilà, et du coup, je regarde pas mal de vidéos actuellement sur, par exemple, des jeux comme War Master Revolution, donc la renaissance de War Master faite par des amateurs, notamment pour faire la guerre de l'anneau. Gros fan de Tolkien, hein. Voilà, donc je regarde ça. Rappelez-vous aussi, j'ai Team Yankee qui attend, donc pourquoi pas se faire une petite série de vidéos là-dessus? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais étudier la question. Déjà, voir Argatoria, pourquoi pas. Puis après, ben, je ferai d'autres vidéos parce que j'ai plein d'idées de jeux que j'aimerais vous présenter. Il y en a plein. J'ai une liste de jeux, mais longue comme un jour sans pain. Donc, à voir. Donc, voilà. Voilà pour les petites infos. S'il y a des trucs qui vous tentent toujours en jeu, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire, hein. Rappelez-vous, je regarde toujours les commentaires, j'interagis avec vous, il n'y a aucun souci. Je fais pas juste ça pour le référencement, hein. Je fais vraiment ça parce que ça me permet d'échanger avec vous. Donc, si vous avez aussi des questions sur Hieronymus, pareil. S'il y a des jeux de rôle, vous dites tiens, un jeu de rôle là, ce jeu de rôle là, ça m'intéresse, est-ce que tu as dans ta collection? Proposez. On sait jamais, si c'est un jeu qui m'intéresse et que j'ai, oui, je vais vous le présenter. J'achète rarement des jeux exprès, hein, pour présenter. Enfin, oui, d'accord, je l'ai fait pour Pénombre. Hieronymus, j'y ai pensé en cours de route. Mais oui, Pénombre, je me suis dit direct, je l'achète, je le présente sur ma chaîne. Ok. Mais vous voyez, j'ai déjà pas mal de jeux derrière moi. Je peux en présenter peut-être d'autres à l'avenir. Pour moi, c'est plus facile même de parler de jeux de rôle actuellement que de jeux de figurines, à mon grand regret, à mon très grand regret, parce que ben,
pas le temps avec le boulot, hein. Voilà, je vous en ai déjà un peu parlé, je vous bassine avec ça. Mais bon, je compte bien quand même me remettre un peu aux jeux de figurines. J'aimerais bien me mettre un peu aux reviews, hein, comme j'avais fait pour Slane. J'aimerais bien faire une review sur les jeux de figurines. Là, j'ai par exemple Port-Royal, j'aimerais bien monter un peu les figurines. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai la motivation, tout ça, bref. Mais oui, j'aimerais vous refaire un peu plus de reviews. Voilà, donc en attendant, voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà pour les news du truc. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos idées, vos remarques, toujours avec bienveillance, bien sûr. Voilà, je pense que l'idée du prompteur, c'est pas trop mal. Bon, je dois tourner un peu ma tête par là, mais faut voir, peut-être il faut que je réorganise mon bureau, mais enfin mon bureau, mon studio d'enregistrement, pour que ce soit plus efficace, mais je sais pas, faut voir. À voir, j'étudierai la question. Voilà, première vidéo de l'année bouclée. Je vous réitère mes vœux de bonne année 2026, on en a bien besoin en ce moment, vu le bordel que c'est. Donc, de nouveau bonne année, tous mes vœux, et je vous le dis très sincèrement. Surtout vous qui regardez cette vidéo, parce que bon sang, vous vous tapez. Surtout ceux qui sont abonnés, vous vous tapez ma trône depuis bien trop longtemps. Vous avez vraiment besoin d'avoir tous mes vœux de bonheur, parce que vous allez en avoir besoin. Euh, oui, parce que je vais pas vous lâcher, hein. Bref, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout, et bien, d'ici là, bon jeu.